Bon, il y a toutes sortes de déclinaisons rythmiques sur ces notes-là, ces quatre notes-là. Donc, pa, te, tch, te, tch, ka, ka, tch, pa, pa, da, pa, te, tu, ti, du, te, tu, te, ti, il y a des phrases un peu Count Basie. Écoutez, le mieux, vous allez sur mon site, le lien est en bas, vous cliquez et vous allez, vous mettez dans le module de recherche 50 exercices, ça suffit, clac, vous regardez, il y a une vidéo et vous voyez et vous entendez ce que ça raconte. Il y a un teaser, il y a les explications et on entend le son, c'est le mieux. Où on a un mode blues. Donc je suis en Fa. Fa c'est une fondamentale, Fa mineur, Fa blues. Tout le monde connaît ça. Alors, j'ai choisi 4 notes. Do bémol, donc c'est la quinte bémolisée, descendue d'un demi-ton, et qui va permettre de faire entendre des dissonances sympas. Avec la quinte normale, par exemple, si je la mets en bas. Ce qui va donner un côté moderne, intéressant, des frictions de notes, et puis surtout, le mode blues qui est adapté à toutes les musiques du XXe siècle. Vous allez voir, c'est magique. Donc, avec ces 4 notes-là, quinte diminuée, quarte, tierce mineure, donc c'est elle aussi la deuxième blues note. Il y a 3 blues notes, alors si on les numérote, la première ça va être la tierce descendue, la deuxième ça va être la quinte descendue, la troisième ça va être la septième descendue. Donc mineur 7, bémol 5, pardon, mineur 3, bémol 5, bémol 7. Ça ce sont les 3 blues notes. C'est une manière de les mémoriser, ça n'a pas beaucoup d'incidence, ni harmonique, ni quoi que ce soit. C'est juste pour se demander qu'est-ce que fait cette note-là, alors que dans Fa 7, par exemple, c'est Fa, La bécard, Do, Mi. Pourtant, je joue La bémol, Do bémol et Mi bémol. Alors là, vous voyez, ça sonne déjà un petit peu, un peu plus coloré, un peu plus blues. Et donc, sur ce mode-là, j'ai créé des rythmes. Le premier, c'est... D'accord ? Et après, il y a toutes sortes de variations, toujours sur ces notes-là, puis après, ça commence à s'échapper un peu vers la fin, parce qu'il y en a 50. Il y a 50 petites boucles, et on peut, si on est débutant au début, les jouer à l'unisson les deux mains, comme je viens de faire là, et si on est un petit peu plus avancé, on peut décaler la main gauche une tierce mineure en dessous, et ça met un pouce, vous voyez, sur la touche noire. On est obligé d'avancer un peu la main dans le clavier, c'est pas une posture très confortable, donc il faut être capable de bien relaxer la main. Et en plus, le doigt, vous voyez, joue vraiment au milieu entre les... Vous voyez, je suis à ce niveau-là dans la touche noire. Hein. Il ne faut pas avoir des gros doigts. Il y en a qui ont des gros doigts, ils sont obligés de se mettre au bord et d'inventer des ruses. Donc moi, je passe, et donc je peux jouer mon pouce sur le bord de la touche noire. On évite, quand on a un pouce touche noire, c'est rare. En général, on évite de mettre un pouce touche noire. Mais là, pour l'exercice, je le fais, et ça m'évite d'avoir à le pouce reculer, avancer. On ne fait pas ça. Et je ravance la main pour jouer le pouce. Ça, déjà, le truc qu'on ne fait pas, on laisse le pouce en place. Donc l'idée de la technique du piano, c'est d'être systématiquement au plus près de ce qu'il y a à faire. On optimise le geste. On peut en tout point comparer beaucoup de choses en fait de la technique de piano avec le sport. On peut faire des métaphores sportives tant qu'on veut. C'est vraiment très éclairant sur comment on fait. Donc pour optimiser le geste, éviter le déplacement, avancer, reculer, on laisse tranquille le pouce là. Et j'y reviendrai parce que c'est quand même la base de la technique de piano. Mais le pouce est posé sur le La bémol
Et vous voyez, il est complètement souple. C'est-à-dire que je n'exerce aucune... Alors, j'ai pas un pouce qui monte comme ça. Dès que je joue Ah, là, c'est difficile, hein. La main gauche, surtout, parce qu'elle est moins travaillée que la main droite. Et donc, j'ai voulu qu'elle joue avec la main droite, parce que ça sert aussi d'exercice pour délier les doigts. Donc, c'est une manière de faire, pas du Hanon, parce que le Hanon, c'est pas musical, ça n'a pas d'intérêt. Parce que là c'est musical, mais ça fait quand même un peu bosser les doigts. Donc je me place ici. Alors l'idéal dans le mental, c'est de viser le milieu de la touche gauche-droite. Vous voyez, si je mets mon pouce un peu trop à droite, bon déjà il risque de glisser sur le La bémol, ou à gauche, pareil, mais si je le mets là, il est plus stable sur la touche noire, mais c'est surtout que j'ai mentalement l'image de la note que je veux jouer se précise. Je la contrôle, je la crée comme image mentale, et c'est là que je vais ne plus faire de fausses notes. À partir du moment où j'ai acquis l'image de ma note mentalement, j'ai même plus besoin de regarder le clavier, elle est là, elle va jouer. Ce n'est pas le doigt qui dirige, le doigt il sert à rien, c'est une interface. Les doigts sont des petits fouets, ils servent que ça. Hein. Ils ont un mouvement, vous voyez, ils ont deux mouvements antagonistes. Le premier, c'est de haut en bas. Alors, quand on fait ça, bah, il faut que dessus, ça soit complètement décontracté pour que celui-là puisse marcher. Et quand je vais relever mon doigt, il faut qu'en dessous, ça soit décontracté. Donc, en gros, il faut être décontracté tout le temps. Évidemment, votre niveau de piano est exactement corrélé à votre niveau de décontraction. Mais ça prend du temps, d'accord? Se décontracter, c'est un boulot long. Il faut vraiment avoir pratiqué beaucoup, mais il faut y penser dès le début. Parce que sinon, la courbe de tension va monter sans que vous vous en aperceviez. Surtout si vous n'êtes pas coaché, si vous n'avez pas un prof à côté de vous, vous vous en rendez pas compte et vous terminez tétanisé, on ne peut plus jouer. Plus on monte de niveau en piano, plus il faut s'occuper de la décontraction, de la relaxation, sinon les trucs ils passent plus. Hein. On ne peut plus jouer des choses rapides et techniques quand on est tendu. Donc je reviens sur le mouvement du doigt. Il y a un premier mouvement antagoniste qui fait en haut, en bas, donc en haut, en bas, en haut, en bas. Et il y a un deuxième mouvement qui fait latéral, vous voyez, qui est antagoniste aussi, c'est-à-dire je vais dans ce sens-là et je vais dans l'autre sens. Donc ces deux-là n'arrêtent pas de fonctionner dans tous les sens, voilà, mais avec une certaine précision. Alors là, je prends ce que j'appelle moi une empreinte, je pose mon pouce au milieu de la note ici, super relax, vous voyez. Alors le poids d'une touche, moi ça m'amuse, mais c'est une image qui me permet de comprendre. Le poids d'une touche, c'est toujours environ 50 grammes, hein. Ça peut être entre 48 et 52 grammes. Donc on a, pour descendre, besoin de très peu de force. Et j'ai une empreinte qui fait Ré avec le cinquième doigt, Fa avec le 3, Sol avec le 2, La bémol avec le pouce. Ré, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Ré. Alors, je vais faire en sorte que, vous voyez, tout est complètement relax. Mais c'est vraiment, j'exagère, hein, regardez, c'est un chiffon. Ma main, si je la secoue comme ça, regarde, elle fait ça. Elle est totalement abandonnée sur le clavier. Et on peut s'imaginer un tout petit parachute au-dessus qui la tient un peu, qui l'empêche de s'écrouler, d'accord? Donc je la tiens un minimum et je fais agir que le doigt. Et ça, c'est hyper important. Et Michelangeli disait, un grand pianiste italien, Arturo Benedetti Michelangeli, que la technique au piano dépend des doigts qui ne jouent pas. Ça veut dire en gros que si je fais jouer mon 2 comme ça sur le sol, mon pouce va pas faire ça, va pas se gripper, on va pas avoir les tendons complètement bloqués là. Non, et pas plus que dans l'autre sens, le 5, vous voyez. Si je joue mon pouce, mon 5 va pas faire ça.
va pas monter. Là, il est en tension, mais ça sert à rien, il joue pas. C'est lui qui joue. Lui joue, les autres font des trucs. Je consomme de la tension pour rien, puisque c'est là que ça joue. Et là, je vais minimiser la tension. J'en mets le moins possible. Alors, je vous raconte tout ça, mais ça prend beaucoup de temps à arriver à faire ça. Et surtout, il faut faire beaucoup de notes simples, comme ça, et regarder que les autres doigts ne bougent pas, que le poignet est souple. Alors des fois, pour vérifier un poignet, moi je tourne autour comme ça, je laisse mes doigts en contact avec les touches, et je vais tourner un peu les poignets, les coudes, les épaules, voilà, on va laisser un petit peu tout ça s'exprimer, complètement libre, et puis on y va. Alors deuxième principe, en piano, quand on joue une note là, on la joue avec le doigt, donc même si c'est le 4, ce qui n'est pas facile, ok. Mais là, je joue avec l'articulation du doigt uniquement. Là, je joue avec celle du poignet. Vous voyez, c'est mon poignet. Alors ça sert à faire des trucs comme ça. Le poignet comme ça. Et puis quand je vais jouer avec l'avant-bras, alors là, vous voyez, il y a tout. Alors là, on va mettre sur... je vais vous montrer comme ça. De côté, voilà. Voilà. Alors, là, c'est le doigt tout seul. D'accord? Qui joue ping, pom. Alors, il a très peu de force. C'est un petit fouet, quoi. Il fait pic, pic, comme ça. Là, c'est mon poignet qui joue. Ping, ping. Alors évidemment, je vais mettre un peu plus de l'accent sur la rétraction, parce qu'il y a la gravité, donc je vais un petit peu plus mettre l'accent sur je tire, mais pour aller jouer en bas, je lâche. Je me sers de la gravité, du poids, je ne tape jamais le piano. Le son devient très dur, et en fait on fait un son au piano, contrairement à ce qu'on pense. On fabrique le son au piano. Donc je laisse tomber, mais je rétracte. Donc en gros, ça consiste à faire jouer la rétraction et le reste ça tombe. Ça c'est le poignet. Et puis le dernier axe, ça va être l'avant-bras. Mais l'avant-bras c'est pour les grosses techniques qui font beaucoup de bruit parce que là il y a de la masse. Et concernant la masse, ça va jusqu'à l'épaule. Si je prends mon poignet ici, que je lâche mon bras jusqu'à l'épaule, c'est-à-dire le poids total, je ne sais pas combien ça pèse, mais si vraiment je le lâche, je suis peut-être à 2 kg, moi j'en sais rien, il faudrait que j'essaye. Mais si je lâche, poum, il tombe. Vous pouvez travailler ça, et laisser tomber votre bras complètement comme ça, sur la cuisse, comme ça, bang. Faire ça avec l'autre main, ça pèse lourd. Normalement, ça doit peser très très lourd. Là, j'y étais pas encore. Hein. Là, j'y suis. Parce que les épaules doivent être complètement en bas. Même pas 1 cm là, de haut, complètement en bas. Ce qui permet au bras de tout lâcher. Et après, j'ai mon petit parachute qui me permet d'être sur mon clavier. D'accord ? 3 articulations, le doigt, le poignet, l'avant-bras. Alors, on met le clavier et je vais vous montrer le son que ça fait. Alors, les doigts. Avec le principe du piano, c'est quand on joue un doigt, celui d'avant, paf, se lève, en synchrone. Complètement, donc pas haut, mais très vite. D'accord? Donc on laisse pas un doigt traîner, on laisse pas 2 notes traîner ensemble, sauf si c'est voulu, bien entendu. Mais là, c'est pas le cas. Donc je relève mes doigts, et là je joue avec mes doigts. Si je joue ça avec mon poignet, écoutez bien la sonorité que ça fait. C'est plus puissant, j'ai plus de masse en jeu, mais on peut aller vite avec le poignet. Hein. Là, je vais vite avec mon poignet, c'est plus mes doigts. Et si je joue avec les bras, par exemple, il y a un truc comme ça. Ça, c'est de la technique d'avant-bras utilisée dans les concertos, mais également en jazz ou en salsa. Là, je suis vraiment sur des techniques, on va montrer ici, je suis là sur des techniques d'avant-bras, c'est tout qui joue, mais attention,
voyez, je vais mettre un petit peu plus l'accent sur la rétraction, parce que j'ai encore plus de gravité à soulever, et je vais jouer sur le rebond. Ping, ping. C'est quand vous lancez un truc par terre, il fait paf, 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 paf. Bah, je fais pareil avec mes... Alors, je fais pareil avec mes avant-bras. Je joue avec le rebond. Alors après, quand on a eu l'image de ces trois articulations, doigt, poignet, avant-bras, 1, 2, 3 possibilités. Quatrième possibilité, je mélange un petit peu. Je fais un petit peu d'avant-bras, un peu de poignet. Je peux faire... Là, je suis vraiment poignet, mais quand je fais ce que j'appelle de la vibration avec mon poignet. Je donne un petit peu d'impulse, je fais un peu de doigt, un peu de poignet en même temps, j'obtiens encore un autre son. Donc tout ça, c'est pour vous donner le cadre de la mécanique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire les doigts, les poignets, les avant-bras, la descente complète des épaules, ça c'est super important. 1 centimètre et ça y est, l'énergie a du mal à passer là, vous voyez. C'est comme un peu en tai chi. J'ai pas fait de tai chi, mais on m'a raconté. On essaye de faire en sorte que l'énergie circule dans tout le corps, d'un côté puis de l'autre, d'une manière égale. Et donc il n'y a aucun point de tension nulle part. L'énergie circule. Donc si je lève un petit peu mon épaule, il y a un blocage énergétique ici, donc je vais plus solliciter mes bras et il va y avoir plus de tension. Et ça, c'est un truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, exponentiel. On s'en rend pas compte tout de suite et on finit tétanisé, on peut plus jouer du tout. Donc ça, on évite. En vrai, on est assis sur un banc, donc au niveau de la taille, il y a une coupure d'énergie. Hein. C'est pour ça, pour éviter cette coupure, l'idéal, c'est de se lever et de jouer comme ça. Ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, il a tout compris, Keith Jarrett. Il a tout compris sur cette technique de piano, comme il faut avoir des quadriceps en béton, mais si vous vous levez, vous recréez la fluidité au niveau du bassin et vous pouvez prendre votre énergie jusque dans le pied, quoi, la plante des pieds. Donc ça, c'est une manière en concert de garder un son assez puissant en allant chercher l'énergie beaucoup plus bas encore. Parce que sinon, on va la chercher dans le dos quand on est assis, le bas du dos derrière. On remonte le long de la colonne, les omoplates, les épaules, les avant-bras, les bras, et là, ça joue absolument comme ça. Je conclus, je vais parler du boogie tout à l'heure, ouais. Mais d'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire là va servir à tenir une main gauche de boogie, parce que ça c'est très chaud aussi, ça tétanise. Donc, voilà pour la technique. Et quand je vais faire... je vais avoir des phrasés. Alors, je peux faire... Vous voyez que j'accentue, là je parle phrasé, j'accentue 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et de temps en temps, le shuffle. Qui me permet de rebondir. Et ça, c'est de la danse. Il faut vous visualiser Fred Astaire quand vous faites ces exercices-là. Ce sont des exercices de swing qui vont marcher dans tous les styles. Alors, j'y reviendrai parce que maintenant, je vais écouter un petit peu vos questions. J'y reviendrai parce que cet exercice est extrêmement important, ça délie les doigts, ça vous apprend à jouer rythmiquement avec un métronome, on en reparlera, et ça vous apprend des licks, des plans, et c'est des plans qui vous permettent de commencer à improviser dans n'importe quel style. Hein. Celui-là, je peux le faire sur un blues. Si je le transpose en ré, je peux le faire sur une bossa.
voyez, ça marche, il suffit de le transposer dans les diverses tonalités, et ça marche dans tous les styles de musique en fait du XXe siècle. Donc c'est très intéressant d'apprendre ces 50 licks par cœur. Alors vous trouverez ça dans le lien en description en dessous, mais ce sont des exercices quotidiens à faire et qui vont vous donner énormément de bases pour vous sentir plus à l'aise dans l'improvisation. Alors, il y a une question sur le boogie-woogie. Alors, moi, le premier boogie que j'ai fait, j'en ai fait la partition aussi dans la boutique en ligne en bas, et c'est sur cette basse-là. Alors, il y a deux quintes, si fa, si bémol fa, je répète, et ensuite do dièse avec un petit peu d'accent, ré lié, et ça recommence. Alors, pour travailler le boogie, eh ben, le truc, c'est d'être, et je recommence, à nouveau complètement décontracté, sinon vous imaginez la tétanie qui arrive très très rapidement. Donc on y va. Alors je vais faire ça au métronome lent. Mon métronome, il est là, j'ai un truc qui est sympa. Je vais vous le montrer. Je l'aime bien, bon, il y en a plein, hein, mais moi j'aime bien celui-là, il s'appelle Pro Métronome, vous voyez. Voilà, ça pour moi c'est sympa, c'est celui dont je me sers, bon, voilà, tout simplement. Et alors je vais le mettre sur 2 et 4. Alors attendez, là je suis en 3 temps, je me remets en 4 temps, 2, 3. Alors là c'est trop vite pour faire ça. 4, 1. 2, 3, 4, vous voyez, chaque clic représente 2 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Après, c'est mon batteur. Donc lui, il me fait la Charleston sur 2 et 4, l'afterbeat. 3, 1, 2, donc l'accent sur do dièse doit correspondre au tic. Alors ça, je peux faire tourner ma main gauche assez longtemps dans le but de relaxer de plus en plus jusqu'à ce que c'est tellement relax que ça joue plus. Vous voyez, j'y suis arrivé, voilà, il n'y a plus rien. Voilà, hop, c'est écroulé. Mais c'est bien, voilà, je vais être à la limite, vous voyez, en prenant d'une métaphore sportive, les nageurs, ils nagent et ils respirent au ras de l'eau. Sur le côté comme ça, ils vont pas s'embêter à lever la tête plus haut pour respirer, ils respirent au ras de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça en piscine, ça permet de pas trop se fatiguer. Et ben moi je vais faire pareil, je vais faire le minimum, mais vraiment le minimum de mise en jeu musculaire pour un truc aussi qui est répétitif, qui n'arrête pas de jouer. Et ça se travaille même plus lentement que ça. Hein. À un moment donné, je me sens bien. Alors il y a le 4e degré. Et il y a le 1er degré. Et il y a le 5e. Le 5e c'est Fa. Et bien je me souviens, quand j'avais 12 ans, j'ai été en loose day écouter un disque dans la chambre de mes parents. C'était, je crois, un 78 tours. Et ça faisait... Bon, j'ai fait une interruption, je voulais appuyer sur un bouton, donc j'ai pas fait la grille exacte, ok. Le tempo du groupe, c'était ça. Mais pourquoi je travaille lent comme ça? Je travaille la relaxation, ça se bosse. Je me concentre quasiment que sur ça.
puis après, je me concentre un peu le fa-da-t, la mise en place, le phrasé. Quand je suis lentement, je peux penser à tout. Si je vais trop vite, ça stresse là-dedans. Et quand ça stresse, ça ne marche plus. Alors, j'ai d'autres formules pour... Donc, ce boogie-là s'appelle Boogie Woogie. Vous pouvez le trouver aussi dans mon site. Il y a la partition, il y a le relevé exact du truc et une vidéo pour expliquer comment le bosser. Il y en a d'autres dans le boogie. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle-là. Alors, ça fait... je suis en sol maintenant. Sol. Et celle-là, elle est superbe. Alors j'utilise à la main droite, c'est spectaculaire parce que je vais vite, mais j'aime pas attaquer comme ça vite parce que bon, bah, je fais des fausses notes, ça marche pas, hein, je suis comme vous. Donc moi il me faut plusieurs jours d'échauffement avec mon batteur de poche qui fait des afterbeats. Alors 2, 3, 4, 1, 2. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'être rythmiquement à ce tempo-là le plus précis possible sur la Charleston. Pour moi, c'est une Charleston, c'est pas un métronome, ça m'est égal. J'imagine que c'est un batteur. Vous savez, Art Blakey, grand batteur de l'ère du bebop et du hard bop, avait dit « Je n'engage que des musiciens qui font swinger ma batterie ». Vous voyez, le batteur ne peut rien faire si les musiciens ne jouent pas sur lui vraiment. C'est pour ça que Miles Davis se retournait sur la grosse caisse du batteur pour complètement se synchroniser avec sa grosse caisse. C'est très important. Donc moi, j'ai retenu la leçon et j'essaye de faire swinger mon métronome. C'est une Charlet. 1, 2, 3. Un type qui fait ça à côté de moi. Vous voyez, on a tendance à vouloir accélérer et il faut tout le temps se remettre. Je joue un peu derrière lui. Beaucoup. Je vais jouer sur lui, exact. Je suis sur lui, exactement en même temps que lui. Et maintenant, je vais jouer devant lui. C'est plus difficile parce que j'aime pas jouer devant. Les grands musiciens de jazz tournent surtout les deux premières possibilités, c'est-à-dire derrière, on appelle ça layback, laid back, en arrière. Alors là, je ne vous parle pas de Louis Armstrong qui est complètement phénoménal sur ce principe-là. It's a wonderful world. Il met 1 heure à faire sa phrase, mais derrière, ça bouge pas parce que le jazz au départ, c'est la danse, comme le classique, c'est la danse. Donc le tempo est immuable, parce que si on bouge le tempo, bah, les danseurs ont un problème. Ils peuvent même tomber par terre, ce qui n'est pas bon. Donc on ne bouge pas le tempo, mais quand la rythmique, qui est là, en l'occurrence pour l'instant, joue un tempo constant sans accélérer, le soliste peut tout à fait jouer complètement layback, en arrière par rapport au tempo. C'est ce que faisait Armstrong, mais
et tout le monde. Miles Davis, lui, jouait par contre complètement sur le temps, mais vraiment pile poil dessus, en écoutant la grosse caisse et la charlet de la batterie. Et puis Chick Corea joue aussi très cut sur le temps, c'est un batteur aussi. Et après, quand on joue devant, c'est-à-dire quand on accélère, qu'on joue devant le métronome, bah ça swing plus, ça marche plus. Voilà, c'est très bizarre, c'est cosmique. Voilà, donc pour le boogie, comme pour le jazz et la musique en général, on tente d'asseoir son tempo avec l'aide d'un batteur de poche, ou si vous avez un vrai batteur dans le coin qui tient le tempo, c'est encore mieux, on est d'accord, ou une séquence. Dans tous mes cours, j'ai des séquences maintenant en audio et en MIDI. On reparlera du MIDI parce que le MIDI, c'est une technique. On ne peut pas lire un fichier MIDI, c'est indiqué .mid à la fin, je le dis pour info, pour ceux qui essayent. On ne peut pas lire un fichier MIDI avec VLC ou un lecteur de MP3. C'est pas du tout le même format. MIDI, il faut un vrai séquenceur. Moi, j'utilise Logic Audio, je suis sur Mac, j'utilise GarageBand. Et là, vous ouvrez le fichier MIDI là-dedans et vous attribuez chaque voix au bon instrument. Il y a une banque de sons avec. Donc vous mettez piano, contrebasse, batterie, percussion, strings. Et là, il va lire la banque de sons avec ses formats à lui. Voilà. Donc, toujours avoir comment dire, un soutien rythmique et s'amuser à jouer sur le temps et un petit peu en arrière du temps et sur le temps. Vous allez lentement, vous allez acquérir le tempo. Le tempo, c'est le truc qui fait la différence entre les bons musiciens et les autres. Le tempo, ça prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on travaille en priorité et ça donne le son quelque part. C'est lié, le son et le tempo. Mais on ne parle pas assez du tempo, donc j'en parle. C'est une manière, un rapport à la pulsation qui est pas propre au jazz. Il y a ça dans toutes les cultures musicales, mais dans les musiques de danse, c'est primordial. Après, le boogie a des licks, des plans, donc c'est ce qu'on trouve dans toutes les musiques du monde. C'est ce qui détermine, c'est le dialecte d'une musique. Par exemple, le bebop a ses licks. Ça, c'est un licks de bebop, mais ça va être un licks de stride ou des années 30, etc. Vous pouvez reconnaître avec... en fait, qu'est-ce que c'est un plan? C'est un jour, il y a un musicien ou un groupe de musiciens qui s'amuse avec une phrase et qui trouve ça sympa, les autres la reprennent, tout le monde l'adopte, tout le monde est prêt à partager cette phrase parce que ça marche, ça le fait, on ne sait pas nécessairement pourquoi, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je définis comme l'esthétique après. L'esthétique, c'est le partage de certains choix, de certains goûts avec une communauté. Et donc c'est ce qui va aussi bientôt définir un style. Donc vous avez des leaks dans à peu près tous les styles de musique qu'on connaît. Hein. C'est sûr que si je vous joue... on n'est pas dans le boogie-woogie là. En trois notes... on est dans un dialecte. Associé à ce plan, il y a le son, et la façon de jouer, etc. Donc le boogie-woogie, maintenant c'est une musique classique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a eu sa naissance, sa croissance, sa maturité, et puis ça a été abandonné, puis maintenant on reprend ça comme si on reprenait du Schubert. Hein. C'est vraiment avec des licks... des choses comme ça, qui d'ailleurs sont toujours des imitations de chanteurs, des fois on va utiliser ce licks dans autre chose. Hein. Le blues et le boogie sont très proches. Oscar Peterson, par exemple, lui, est un buvard. Il acceptait tout, il prenait tout, et dans son jeu, on retrouve du bebop, du traditionnel, du stride, du blues, du boogie. On retrouve de tout. C'était une éponge et il refaisait sa propre musique avec ça.
Voilà pour on m'a posé une question sur le boogie, j'étais un peu long, désolé, mais enfin en tout cas, tout ce que je vous dis touche à peu près toutes les musiques, c'est un tronc commun avec tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre demande Ah, il y a... est-ce qu'on peut imaginer, Blaise, salut Blaise, est-ce qu'on peut imaginer même type d'exercice avec des accords pour travailler l'accompagnement? Donc il revient sur... ah bah ça tombe bien, je suis en train d'en tourner un. Et donc, je suis en train de tourner des grooves, par exemple. Il y a celui-là, je reprends ce groove-là. Celui-là. Et puis plein d'autres, et puis des rocks aussi. Donc c'est le même principe, ce sont des petites boucles de 2 ou 4 mesures qu'on est censé travailler, et cette fois-ci je mets des rythmiques derrière. Alors là je m'amuse beaucoup depuis un moment à faire des rythmiques MIDI, super, on dirait des vrais instruments, j'adore ça. Donc je peaufine pour qu'il y ait vraiment une contrebasse, un jeu de batterie. Alors ça peut être du reggae, ça peut être du rock, ça peut être du jazz, ça peut être du bossa, ça peut être de la salsa. Tout ça, ce sont des grooves. Et je suis en train de faire la même méthode pour les grooves de piano, basse, accord, et ça va être de la balle. C'est pas prêt parce que c'est hyper long à faire. Il faut faire une rythmique MIDI pour chaque groove, bien vérifier la partition. Et après, la tourner également en audio, pour ceux qui n'ont pas envie de manipuler du MIDI, ça commence à être un peu technique. Donc on peut mettre les points MP3 sur un lecteur audio. Alors, type technique aussi, j'utilise Transcribe. C'est une application qui lit les fichiers audio, mais vous pouvez mettre une boucle, ce qui fait que vous pouvez mettre en boucle, et vous pouvez aussi la décélérer, ça ne change pas la hauteur des notes, c'est génial. Donc vous pouvez un fichier audio, le mettre beaucoup plus lent ou plus vite, et le changer, je crois, de tonalité à vérifier, et surtout mettre des boucles. Alors ça c'est génial, vous pouvez donc mettre l'accompagnement en boucle et travailler 2 ou 4 mesures de ces riffs-là. Voilà pour ce qui est des exercices à venir. Oui, aider à l'improvisation sur Caméléon. Donc, on a donc, mon truc, moi, pour conserver une grille, c'est d'avoir en karaoké le thème, donc et je fais tourner ça beaucoup, pour que ça s'inscrive en prompteur, en karaoké dans ma tête. Et si c'est un standard et qu'il y a des paroles, dans la voiture, apprenez les standards avec les paroles en chantant. Même si vous ne savez pas chanter comme moi, pas de problème. Et vous allez avoir petit à petit en tâche de fond la mélodie et les paroles qui défilent. Alors la mélodie, c'est très important évidemment, mais c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous perdre dans les grilles. Et les paroles, c'est ce qui va vous inspirer pour choruser. Keith Jarrett, encore une fois, disait que lui, il avait les paroles qui défilaient. Donc il se décalait jamais. Il avait, c'est sa culture, à 4 ans, il connaissait tout par cœur. Donc il avait les paroles qui défilaient dans sa tête et il pouvait jouer autre chose par-dessus. Parce que, en fait, on empile des tâches de fond dans le cerveau et on s'occupe toujours d'autre chose. On est disponible pour autre chose une fois qu'on a acquis les réflexes qu'il faut pour jouer quelque chose. C'est pareil pour tous les aspects musicaux et il y en a énormément. Donc apprendre une grille par cœur, c'est la répéter intensément avec beaucoup d'attention, focuser dessus, essayer de faire travailler la mémoire. On doit retenir les doigtés, les notes, les accords, les sons, les tempos, les expressions, les grilles, les licks. C'est un chantier absolument phénoménal et qui fait tout le temps appel à la mémoire. Donc la musique, c'est beaucoup basé sur la mémoire, mais mémoire profonde. Donc pour arriver, vous le savez, à rentrer quelque chose en mémoire profonde, il faut énormément le répéter, passer du temps. Que dire
pour improviser sur ce morceau-là, j'ai la gamme mineure, c'est-à-dire c'est soit la bémol majeur pentatonique, soit son relatif mineur. C'est la même chose, mais je change la note de démarrage, mais ce sont les mêmes notes, fa, la, si, do, mi, 1, 2, 3, 4, 5, pentatonique, mais on est en fa là, et donc j'ai, je reviens sur mes exercices de tout à l'heure, mais alors j'ai 4 mesures en fa, puis ça passe en ré bémol, il se trouve que c'est exactement la même gamme sur ré bémol. Et ça revient en fa. Voilà, et à la fin, j'ai cet accord de ré mineur qui crée une super surprise. C'est facile, ces touches. Et puis, et ça revient au début. Donc c'est vrai qu'on a une grille super simple, ce qui permet d'aller plus loin dans les idées, l'impro, d'être plus à l'aise. Plus il y a d'accords, plus c'est difficile, plus on est sous contrôle, plus on est coincé. Moins il y en a, plus on peut se libérer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et là, on est complètement libre. Et d'ailleurs, ça s'appelle le free. Et c'est très intéressant pour vous de faire 2-3 minutes par jour de free en enregistrant. Mais vraiment free, vous faites ce qui vient, vous oubliez tout, vous réécoutez sans juger. Vous allez voir, vous allez faire connaissance avec vous-même, c'est très étonnant. Il y a une mauvaise image là-dessus, c'est dommage. Mais c'est surtout que ça active les parties de votre cerveau qui sont intuitives, qui sont à l'arrière, et ça laisse tranquille les aires du contrôle qui sont à l'avant du cerveau, et qui expliquent pourquoi certains musiciens classiques n'arrivent pas à improviser, parce qu'ils ont trop sollicité les aires du contrôle, ils n'arrivent plus à lâcher prise. Et donc jouer free permet de rééquilibrer un petit peu l'utilisation du cerveau. Fin de la parenthèse. Donc maintenant, si j'ai juste ces 4 notes-là, donc je parle depuis tout à l'heure, qui sont les premières 4 notes du mode blues, et ben sur Caméléon, là je suis sur les 4 notes. Le riff, je reprends. 3, 4, je passe en ré bémol. Quatre aussi, je crois. Je me limite, hein. 1, 2, 3, 4. 2. Vous voyez que 3, je compte les mesures. 4. Ré bémol. Alors maintenant, j'ai fini avec ces 4 notes-là, puis je me balade un peu plus. L'idée, c'est moins on utilise de notes, plus on a d'avenir dans l'improvisation, parce qu'on n'a pas tout dévoilé. On ne montre pas tout dès le début. On fait intervenir des personnages, ça c'est un peu les techniques d'improvisation indiennes. Donc, la minimum, less is more, Actor Studio. Ça c'est très important, moi j'ai toujours ça en tête. Ça c'est la fondamentale. Le La bémol, c'est rien, c'est une satellite, mais ma note cible, c'est le Fa pour l'instant.
voyez tout ce qu'il y a autour. C'est toujours le Fa. Il marche aussi en Ré, ça s'appelle une note commune. Et maintenant, deuxième grille, je passe au La bémol. Tout ce qu'il y a autour, c'est des ornementations, des notes satellites. C'est mon La bémol. Il est dur avec le... Parce qu'il y a ce rapport entre Sol et La bémol, qui est une neuvième mineure. Là, ça coince un peu, donc la note cible sur le Ré, je vais l'adoucir, je vais aller sur un La. Ça me fait donc 2 notes à penser sur la grille. Et je joue autour. Et maintenant, je vais sur le Si. Et vous sentez qu'il y a une montée dramatique. J'ai commencé autour du Fa, discrètement. Ensuite sur le bémol, La bémol un peu plus affirmé. Maintenant, ça monte, il y a une dramaturgie, il y a quelque chose qui augmente. Je n'ai utilisé que 3 notes cibles. Et ça, c'est vraiment le truc. Alors, j'ai dû me tromper. Je joue cantaloupe à la place de caméléon, et ça, j'ai fait ça toute ma vie. Ouais, j'arrive jamais à dire quel est l'un, quel est l'autre. Bon, c'est pas grave parce que je voulais parler d'improvisation. L'improvisation sur les notes cibles, utiliser le moins de notes possible, mais faire vivre les notes, compter mentalement le nombre d'accords qu'il y a, ça s'applique à tous les morceaux. Excusez-moi, désolé, je confonds toujours les deux. Didier, il demande comment reconnaître les notes blues par rapport à chaque accord. Bah, ça pose la question de la transposition. Dès que vous savez faire un truc, faut le transposer. C'est le principe de l'improvisation, du jazz. Alors, on procède par l'oreille, les intervalles. Alors, c'est beaucoup les intervalles, parce que quand on compose de la musique ou qu'on arrange de la musique, quand j'étais dans les écoles au conservatoire pour apprendre l'écriture musicale, on nous disait toujours écrire de la musique, c'est développer sa conscience intervallique. J'aimais bien le mot, il est rigolo, ça fait savant. Ça veut dire vivre vraiment en pleine conscience des intervalles, quoi. Je crois qu'il faut... ce qui est vachement bien pour vous, à mon avis, c'est encore une fois sur le petit engin là qu'on a, télécharger une appli pour développer l'oreille Ear Monitor qui permet de, on va dire, de développer son oreille n'importe où, dans la cuisine, dans le métro, dans la rue, n'importe où. Et dans la voiture, il faut apprendre les standards avec les paroles. Très important, les paroles. Prenez le reelbook lyrique, le reelbook des chanteurs. La transposition, eh ben, si je dois transposer cette phrase, à nouveau, on va reprendre encore l'histoire des 50 exercices, vous avez donc la première note, le premier intervalle, c'est une tierce mineure. Bon, ça c'est, il y a 1, 2, 3, 4 notes. Apprenez les intervalles, ça s'apprend n'importe où, dans toutes les bonnes merceries. Ça c'est une tierce mineure, ça c'est une tierce majeure. Donc si j'ai une tierce mineure, plus après j'ai la quarte, je peux me situer par rapport à la note d'en bas, ça c'est une quarte, ou à la note d'avant, c'est une seconde majeure, vous voyez. Donc quarte et quinte diminuée, quarte, tierce, fondamentale. Bah, si je me mets sur La, bah, là, donc la tierce mineure de La c'est Do, la quarte c'est Ré, la quinte diminuée c'est Mi bémol, c'est fait. Il faut donc... ça c'est la même chose en La. La gamme blues, vous voyez, en Do, bah, je prends un Do, base, ma tierce mineure, ma quarte, ma quinte diminuée. Voilà, il faut donc
apprendre la nomenclature des intervalles. Le jazz utilise beaucoup de range on fait 1, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième, l'octave, et on continue la neuvième, la dixième, la onzième, la douzième et la treizième. On s'arrête là, ça va faire 13, ça commence à faire bien. Donc chaque intervalle a ses caractéristiques. La seconde peut être majeure si c'est doré, un ton entier, c'est-à-dire qu'il y a un demi-ton au milieu là, que je ne joue pas. Maintenant si je joue ce demi-ton, que ça s'appelle Ré bémol, c'est un demi-ton et c'est une seconde mineure. Donc la seconde peut être mineure, majeure, augmentée, ça fait Ré dièse. Alors après, si je prends la tierce elle peut être majeure ou mineure. Alors on ne dit pas tierce augmentée parce que là, c'est une quarte. Ah, par contre, la quarte, c'est comme la quinte ou l'octave, elle peut être que juste ou augmentée ou diminuée. Donc quarte diminuée, Fa bémol, et non pas Mi du coup. Quarte augmentée, Fa dièse. Quarte juste, Fa. Pareil, la quinte, c'est un intervalle qui est juste, diminué, Sol bémol, augmenté, Sol dièse. La sixte majeure, c'est comme 2 et 3, c'est mineur, majeur. Augmenté, ça n'a pas grand intérêt. Donc on va retenir les sixtes majeures ou les sixtes mineurs. La ou la bémol, le nom de la note reste le même. On met un bémol. C'est pas Sol dièse. Sol, c'est une quinte. Quand il est dièse, il est augmenté. La, c'est une sixte, quand elle est bémol, c'est une sixte mineure. Vous voyez, pourtant, c'est la même note, ça s'appelle une enharmonie. Elle a deux noms, cette note-là. La septième, elle peut être mineure ou majeure. Donc, comment on trouve d'ailleurs une septième majeure? Vous prenez une octave et vous diminuez d'un demi-ton l'octave, boum, c'est une septième majeure. Très pratique pour les mains gauches dans le bebop, par exemple. Alors là, il faut avoir vraiment le cerveau qui fonctionne à fond, parce que toutes ces nomenclatures, il faut les avoir pratiquées, les connaître, et il faut avoir une espèce de familiarité profonde avec ça pour commencer à vouloir transposer dans d'autres tons. Et dans le jazz et les musiques improvisées, tonales, mélodiques, la transposition, c'est la base du métier. You understand? Donc là, j'ai fait les caractéristiques de chaque intervalle, mais l'octave, on la laisse tranquille. Et la neuvième, ça revient à la seconde, en fait. Donc elle peut être majeure, augmentée. La tierce, la dixième, c'est comme une tierce, mais à l'octave supérieure. Onzième, douzième et treizième. Alors après, en harmonie, aujourd'hui on parle de tout à la fois parce que les questions fusent sur tous les sens et j'ai pas fait un plan précis, mais la prochaine fois il y aura un plan précis, on va moins rigoler. Bon, quoique là on rigole quand même. Enfin, moi je rigole, peut-être pas vous. En tout cas, voilà l'histoire des intervalles. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que quand là, elles sont présentées note après une note de manière conjointe, c'est-à-dire que ce sont que des secondes qui se succèdent, vous voyez, elles se touchent. On dit qu'elles sont conjointes, stepwise en anglais. Par contre, si je décide de faire un empilage différent, au lieu de faire un empilage par 2, je fais un empilage par 3, c'est-à-dire que je laisse une note de libre à chaque fois. Alors ça fait 1, pas 2, 3, pas 4, 5, pas 6, 7, pas 8, 9, pas 10, 13, non, 11, pas 13, je commence à avoir le cerveau qui part en 1, et 13. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ça s'appelle... Ça, là, c'est la superstructure dans l'harmonie américaine qui est très pragmatique. C'est une superstructure et vous voyez, on arrange un Do majeur 7 total. Toute la gamme est là, mais par superposition de tierces. Alors comme ici, ça frotte, c'est toujours cette neuvième mineure qui frotte bien, on va l'adoucir en faisant Fa dièse, c'est-à-dire la quarte augmentée qui caractérise le mode lydien, le mode de Fa. Transposé en Do, il faut un Fa dièse. Et donc, une fois que j'ai
ces notes-là, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, je peux les répartir sur le clavier de manière complètement différente. Vous voyez, il y a plein de positions sympas. Je suis sur ces notes là, mais en voicing complètement éclaté dans tous les sens. J'ai une grande main, je peux faire des grands accords, ça fait un peu orchestral. Vous voyez, c'est toutes les touches blanches, sauf que le Fa, bah, il est dièse. C'est comme ça. Alors maintenant, si je veux transposer ça en Fa dièse majeur, Fa, Sol, La, Si dièse, Do dièse, Ré, Mi dièse, Fa. Au lieu de... Ça c'est la gamme normale. Enfin, la gamme normale. La gamme majeure, classique. Et si je la veux avec une carte augmentée lydien, la, si, c'est le mode des... des corps de chasse, parce que les harmoniques naturelles des cuivres à l'octave en dessus, ils ont une carte augmentée un petit peu moins. Mais le piano, on rectifie, l'accordeur vous fait un piano complètement égal, qui s'appelle tempéré, d'où le clavecin, bien tempéré du bon Jean-Sébastien Bach. Voilà, bah écoutez, là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble et que je vous raconte un millier de trucs, un petit peu dans le désordre, je suis désolé. Mais bah, la pédagogie, c'est la répétition, donc vous allez retenir des choses, vous allez peut-être noter d'autres, vous aurez peut-être d'autres questions à poser. Je pense il y a 2 moyens d'aborder les choses, soit à la page 1 et on va jusqu'au bout, soit en plein milieu du bouquin et n'importe où. J'aime bien pratiquer les 2 façons, c'est-à-dire on a besoin d'oxygène dans le cerveau, de changer de sujet, de passer à autre chose, de revenir dessus. Je procède aujourd'hui comme ça. On peut aussi, c'est vous qui me le direz dans les commentaires, prendre un sujet et on y va au fond et on reste dessus. Ça veut dire que du coup, je prends plus trop les questions en compte. Je sais pas, j'essaye ça. Dites-moi ce que vous en pensez, ça va me donner un feedback sur vos attentes, vos envies. Pour l'instant, je pose ça et j'attends votre réaction. Je vais essayer d'être régulier. Le samedi matin, je trouve que c'est pas mal. Pareil, dites-moi si cet horaire de 10 heures, c'est pratique. J'ai l'impression que c'est pratique. Ça peut être tous les samedis 10 heures, on va voir. Et puis, j'ai aussi envie de lancer d'autres types de live, parce que je trouve l'idée est vraiment super. Un exemple, je joue. Alors, ça me rappelle, Frank Zappa avait fait un album qui s'appelle Shut Up and Play Your Guitar. Alors ça, j'avais trouvé ça excellent comme titre. Et je trouve que ça irait très bien pour moi. C'est-à-dire, Shut Up and Play Your Piano. Donc ça veut dire que je joue, j'improvise. Je joue et je ne dis plus rien. Et, enfin, que de la musique, du piano. Une petite réverb parce que bah, on est confortable, on a l'impression d'être dans une salle de concert. Et j'en ai déjà fait un il y a quelques jours quand j'ai testé le dispositif. Et ben c'est vachement bien, c'est sympa, j'improvise, je me lâche, je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Des standards, des compositions, des impros libres, tout est permis et je peux le faire n'importe quand. Donc je sais pas trop comment ça marche, je pense qu'il y a moyen, si vous êtes abonné, de recevoir une alerte comme quoi je suis en ligne, un truc comme ça. Ça évite d'avoir à faire un planning, prévenir tout le monde. Mais le soir, quand j'ai fini de bosser, je bosse beaucoup le piano la journée, bah, j'aime bien allumer le truc et puis on se laisse aller, on est chaud, on a travaillé toute la journée. Voilà, donc ça sera des rendez-vous informels. Il y a une autre formule que j'aime bien, c'est l'écoute commentée. Ça correspond un peu à mes leçons des leçons de jazz, donc où je présentais le travail de Peterson, Dave Brubeck, Thelonious Monk, Keith Jarrett, et puis Louis Armstrong, Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Weather Report, Pat Metheny, Count Basie, enfin il y en avait 40.
J'ai fait ça pendant des années dans des grandes salles un peu partout en France en dom-tom. C'est sympa. Et puis ça peut s'étendre à d'autres sujets comme le classique, le contemporain et d'autres styles de musique que j'aime beaucoup et que je pratique aussi. Donc cette idée, ça serait écoute, commenter. Comment j'écoute cette musique? Qu'est-ce qu'il y a qui pour moi est intéressant, mon point de vue, et qu'est-ce que je retiens, et quels sont les détails? Ça développe l'oreille, ça développe la façon d'écouter. Je trouve que ça serait peut-être une bonne idée. Vous allez me le dire aussi dans les commentaires. Et une dernière idée. Je travaille énormément le troisième concerto de Rachmaninov depuis longtemps. J'ai quasiment tout par cœur. Je suis en train de faire monter le tempo. Et ça fait appel à plein de techniques de piano différentes. Et donc j'avais envie de faire une playlist qui soit dédiée complètement à la technique du piano, mais vraiment technique du piano, sur un concerto qui est parmi les plus difficiles qui existent, parce qu'il utilise énormément de techniques de piano différentes, on ne peut pas dire toutes, mais beaucoup, en tout cas pour l'époque. Il était au taquet. C'était un des meilleurs pianistes qui ait jamais existé avec Franz Liszt. Et il y a énormément de choses à tirer de la façon dont il écrit, parce que c'est écrit d'une manière extrêmement précise, c'est toujours à la limite du possible. Il va pousser les possibilités de la main au maximum. Et moi, j'ai dû chercher des stratégies pour résoudre des trucs. Et voilà, je voulais partager mon travail sur ce concerto, sur une playlist dédiée à ça. Ça va intéresser les gens qui s'intéressent au piano, au classique, à la technique du piano. Et je vais parler de la composition aussi. Comment il fait à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire le motif là, pourquoi il est là, pourquoi ça revient. Donc ça va être pure music, masterclass de technique piano et arrangement, composition, plutôt composition on va dire. Voilà pour les projets, les idées. Moi, j'espère que j'arriverai à tout faire. Et puis, je continue de m'activer sur le site avec des nouveaux titres, des nouvelles leçons. Donc, justement, les leçons sur les riffs, j'appelle ça les riffs, qui est en cours de fabrication. Et j'ai aussi en cours de fabrication qui va être super. J'adore le crossover, c'est-à-dire prendre des mélodies classiques et les jazzifier. Là, j'ai fait un Chopin, le prélude en mi mineur qui fait... Vous voyez, cette manière mes étudiants appelaient ça la bosse à pouce, d'avoir une basse, un thème. J'ai pris Chopin et je suis en train de le travailler exactement dans ce style bossa nova, un prélude en mi mineur. Voilà les projets, voilà les idées. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, il y a Tipeee en bas. Je viens de m'abonner sur Tipeee. Ça permet d'avoir bientôt quelqu'un pour m'aider, parce que on commence à être une usine à gaz ici. J'ai besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main pour ça, pour le site aussi, parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc Tipeee, c'est un truc où vous donnez quelque chose pour permettre ça. Puis il faut que je rachète des caméras, voilà, c'est un investissement. Donc merci, si vous pouvez faire un don sur Tipeee, vous serez les premiers et vous me direz si ça marche ou pas, parce que j'ai pas encore essayé, je me suis pas donné à moi-même quelque chose pour l'instant. Voilà pour les nouvelles, je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Je vais chercher un moyen d'annoncer peut-être Facebook, parce que je vais pas faire à chaque fois une newsletter. On va voir comment j'annonce la prochaine à l'avance, parce que là c'est le premier, je m'y suis pris hier. Mais bientôt, on va faire ça de plus en plus à l'avance, de manière structurée. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite. À bientôt tout le monde.